Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. Sandy Neve a passé 21 ans dans le couloir de la mort en Californie pour un crime dont elle dit ne garder aucun souvenir d'avoir commis. Les États-Unis figurent parmi les rares pays à exécuter encore, et les femmes y sont très peu concernées. En novembre 2000, 24,51 femmes étaient dans le couloir de la mort, soit un peu plus de 2% de sa population. La majorité de ces femmes ont été condamnées à mort pour avoir tué des personnes qu'elles connaissaient, et Sandy ne faisait pas exception à cette règle. La peine de mort est clairement une question controversée qui divise l'opinion, tant sur le fait de savoir si elle devrait être une option ou non, que sur le fait de savoir si, d'une certaine manière, elle constitue une peine plus facile que la prison à vie. Elle avait dit au propriétaire qu'elle vivrait là avec son mari Fernando et leurs 3 enfants. Les propriétaires étaient inquiets que la maison ne soit pas assez grande pour une famille de 5 personnes, mais ils ont tout de même accepté de la leur louer. Sandy a emménagé dans la maison début 1998 et a toujours payé son loyer à temps. En réalité, elle était déjà divorcée de Fernando, son premier mari, et venait aussi de divorcer de son second, David Folden. Elle a emménagé avec ses 5 enfants, David, 14 ans, Nicolette, 12 ans, Rochelle, 11 ans, Christy, 7 ans, et Jacqueline, 5 ans. Fernando était le père des 3 enfants aînés, tandis que les 2 plus jeunes étaient issus de son mariage avec David. Alors que Fernando était son amour d'enfance, elle a rencontré son deuxième mari, David, lorsqu'il était marié à sa mère. Lorsque David et la mère de Sandy, Dolores, ont divorcé, Sandy était en fait inscrite comme la fille de David dans les documents du tribunal. 2 ans plus tard, ils se sont mariés. À l'été 1998, Sandy avait commencé une nouvelle relation avec un homme du nom de Scott Volk. Juste après-midi, le 1er juillet 1998, Sandy a appelé le 911 et a signalé que sa maison était remplie de fumée. Lorsque l'opérateur a demandé si ça fumait encore, elle a répondu non, pas maintenant, c'est fini. Sandy a poursuivi en disant qu'il y avait eu un incendie la nuit précédente et que lorsqu'elle s'est réveillée, tout était noir. Quand l'opérateur a dit que Sandy avait dormi pendant l'incendie, elle a répondu « Ouais, je suppose ». Les services d'urgence ont été envoyés et, lorsqu'ils sont arrivés devant la maison de Sandy vers 13h, il semblait qu'ils s'étaient trompés d'adresse. De l'extérieur, rien n'indiquait qu'il y avait eu un incendie dans la propriété. Lorsque les ambulanciers sont entrés, Sandy et son fils de 14 ans, David, étaient assis sur le canapé. Ils étaient tous les 2 couverts de suie. On a demandé à Sandy s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, ce à quoi elle a répondu « Mes enfants, comment vont mes enfants ?» Alors que les ambulanciers puis traversaient la maison, ils ont vu des dégâts causés par le feu sur les murs jusqu'à environ la hauteur des épaules. En entrant dans la cuisine, ils ont vu 4 jeunes filles allongées au sol en pyjama, enveloppées dans des couvertures et sacs de couchage. Nicolette, Rochelle. Christy et Jacqueline étaient toutes mortes. Lorsque Sandy a appris que ses filles étaient décédées, elle a juste dit « Oh !» sans émotion ni larmes. Elle a simplement regardé dans le vide. Les autorités ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple incendie domestique. Le feu n'avait pas touché les victimes. Il semblait qu'elles étaient mortes d'inhalation de fumée. Le rapport d'autopsie et de toxicologie. Cela serait confirmé plus tard. Toutes les portes et fenêtres étaient enverrouillées de l'intérieur. Le four était ouvert avec des serviettes à l'intérieur et d'autres posées sur un brûleur au-dessus. Dans le couloir, il a été noté que le détecteur de fumée avait été retiré du mur et posé au sol, où il avait complètement fondu. Des taches d'essence étaient sur les tapis du couloir et de la chambre, qui n'avaient pas réussi à s'enflammer. Dans la chambre principale, il y avait un bidon d'essence rouge. Il s'agissait clairement d'un acte intentionnel visant à brûler la maison jusqu'au sol, mais cela serait plus tard décrit par le sergent John Ament du département du shérif du comté de Los Angeles comme un exemple classique d'un incendiaire qui ne sait pas ce qu'il fait. Sandy et David ont été emmenés à l'hôpital Henry Mayo Newhall Memorial,
où ils ont été soignés pour inhalation de fumée. À l'hôpital, les détectives ont interrogé Sandy. On lui a demandé si elle avait une idée de l'heure à laquelle elle s'était réveillée et avait trouvé la maison remplie de fumée. Elle a répondu qu'elle ne le savait pas. Quand on lui a demandé si elle s'était levée pour voir la fumée, elle a répondu que non. « Êtes-vous allé dans le couloir ? » ?»« Non. Vos filles vont-elles bien ? » ?»« Non. » La détective a affirmé devoir être honnête avec eux, puis a montré une photo prise à la maison en demandant pourquoi elle avait agi ainsi. Elle a répondu qu'elle ne l'avait pas fait et qu'ils pouvaient en croire ce qu'ils voulaient. 48 heures plus tard, Sandy a été arrêtée. Elle a été inculpée de 4 chefs de meurtre, d'un chef de tentative de meurtre et d'incendie criminel. Elle a été détenue sans possibilité de libération sous caution dans une zone protégée en raison des menaces d'autres détenus. Lors de sa première comparution devant le tribunal, le 13 juillet 1998, elle a refusé de dire si elle était coupable ou innocente et a obtenu un report de 2 semaines avant de devoir plaider. Le 28 juillet, elle a plaidé non coupable des accusations portées contre elle. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, 2 portraits très différents de cette femme ont émergé. Le premier était celui d'une mère aimante qui ferait tout pour ses enfants. Le directeur de l'une des écoles des enfants a décrit Sandy comme une mère très attentionnée, du genre que l'on apprécie particulièrement dans une école. Elle se souciait vraiment de ses enfants. Des amis ont dit que les enfants de Sandy étaient tout pour elle et sa raison de vivre. Sandy faisait toujours des choses pour eux et les emmenait à des activités comme des cours de piano, les scouts et des cours de gymnastique. Des amis évoquaient une mère aimante, exemplaire, n'ayant jamais enfreint la loi et excellente en tout. C'était une maman au foyer aimante qui tenait une maison impeccable et qui s'épanouissait en créant un environnement familial sûr et attentionné. Plus tard, elle dira qu'elle voulait élever mes enfants dans un foyer heureux, dans un foyer sûr, dans un foyer sans violence. Je ne voulais pas qu'ils aient un poche peur de moi comme j'avais peur de ma mère. Je voulais qu'ils puissent rentrer à la maison et y trouver un refuge, qu'ils se sentent toujours en sécurité chez eux. Cependant, l'enquête de police allait révéler que la vie de Sandy n'était pas vraiment ce qu'elle paraissait. Ils ont établi qu'elle s'était séparée de son compagnon, Scott, peu de temps avant l'incendie. Sandy était tombée enceinte et Scott lui avait dit qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Allant à l'encontre de ses valeurs mormones et de ses convictions religieuses, Sandy a décidé d'avorter, ce qui a été fait 4 jours avant l'incendie. Ses nouveaux voisins disaient en voir rarement les enfants car ils n'avaient pas le droit de jouer dehors. Les rideaux de la maison restaient généralement fermés et toute la famille semblait très renfermée. La nuit de l'incendie, les voisins ont senti de la fumée vers 5 heures du matin, sans s'inquiéter car la région connaît souvent des feux de broussailles à cette époque. C'était 8 heures avant que Sandy ne prévienne les autorités. Les voisins ont dit avoir laissé leurs fenêtres ouvertes à cause de la chaleur, tandis que Sandy a affirmé avoir eu froid et avoir allumé le four pour se réchauffer. Le jour de l'incendie, les voisins ont également remarqué que le fourgon de Sandy était égaré en marche arrière contre la porte du garage, au lieu de sa place habituelle au centre de l'allée. Une enquête policière plus approfondie a révélé que le 1er juillet, le jour de l'incendie, elle avait envoyé des lettres à ses 3 ex. La lettre à son petit ami le plus récent, Scott Volk, disait « Scott, je t'ai toujours aimé. Désolé que mon amour n'ait jamais été assez bon pour toi. Tu as choisi de partir et tu as pris mon âme. Ce n'était pas ta faute, je l'ai permis et je l'ai demandé. » La lettre à David disait « Maintenant, tu n'as plus à nous soutenir, aucun de nous. Va te faire voir, tu n'es qu'une ordure. » Le lendemain de l'incendie, Sandy et David devaient se présenter au tribunal du comté de Riverside pour une audience visant à réexaminer la garde des enfants ainsi que la répartition de leurs biens communs. David voulait un droit de visite élargi pour les enfants, mais Sandy craignait pour leur sécurité à cause de soupçons de drogue et du comportement violent du fils de David, issu d'un précédent mariage. Ce fils, également prénommé David, avait enfreint à 2 reprises une ordonnance restrictive lui interdisant de s'approcher à moins de 300 mètres des enfants plus jeunes.
Son ex-mari David avait également adopté auparavant les 3 enfants issus du premier mariage de Sandy, mais Sandy pensait qu'il tentait d'annuler cette adoption afin de réduire le montant de ses pensions alimentaires. Au moins 4 incendies distincts ont été déclenchés dans la maison. Les vêtements de Sandy et de son fils survivant ont été testés pour l'essence. Les vêtements de son fils étaient en propre, mais ceux de Sandy aussi. De plus, les empreintes de Sandy ont été retrouvées sur le bidon d'essence dans sa chambre. La veille de l'incendie, Sandy avait organisé une soirée pyjama pour ses enfants. La maison avait une cuisine ouverte sur la salle familiale, donc les enfants étaient boutés là, tous en train de regarder la télévision et de manger du pop-corn. Après divers retards, l'affaire Assat a été portée devant le tribunal en mai 2000. L'accusation a affirmé qu'il était évident que Sandy avait assassiné ses 4 filles et avait tenté de mettre fin à ses jours ainsi qu'à celui de son fils. Ils ont déclaré qu'elle avait agi par colère envers les hommes de sa vie, ajoutant que la prévenue se retrouvait seule avec 3 relations ratées, 5 enfants et sans argent. Le fils de Sandy, David, a témoigné pour l'accusation et a déclaré qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit avec les yeux qui brûlaient et la gorge irritée à cause de la fumée. Il a demandé à sa mère si lui et ses 4 sœurs pouvaient quitter la maison, mais elle lui a dit de rester à l'intérieur car le feu pouvait être dehors. Lorsqu'on lui a demandé au procès pourquoi il n'était pas parti, il a répondu « J'ai fait ce que ma mère a fait, j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire ». Il a ajouté qu'il entendait ses sœurs tousser à cause de la fumée et que l'une avait demandé à aller aux toilettes car elle se sentait mal. Leur mère a dit non, qu'elle devait rester là où elle était et vomir par terre. Sandy leur a aussi dit de respirer dans leur couverture et oreiller. Ensuite, David a perdu connaissance. À son réveil, sa mère était couchée près de ses sœurs, qu'il a vues avec de la mousse autour de la bouche. Le docteur James Ribby, médecin légiste principal adjoint au bureau du coroner du comté de Los Angeles, a témoigné en déclarant qu'il ne s'agissait pas de mort à point rapide. En raison du gonflement du cerveau et des lésions pulmonaires, le processus peut prendre 30 minutes ou plus. Scott Volk a également témoigné pour l'accusation, déclarant que Sandy avait prévu de mettre fin à ses jours. L'avocat de Sandy, Howard Waco, a affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de se suicider ni de nuire volontairement à ses enfants. Il a décrit Sandy comme une enfant perdue qui avait enduré des années de maltraitance physique et émotionnelle dans un foyer dysfonctionnel, mais qui était devenue une mère aimante. Elle avait une faible estime d'elle-même à cause de son enfance difficile, mais il pensait qu'à la fin du procès, le jury verrait que Sandy était autant une victime que ses enfants. Durant le procès, il a présenté diverses théories, parfois contradictoires, pour justifier l'acquittement de Sandy. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve qu'elle avait réellement allumé l'incendie, qu'elle se trouvait dans un état similaire au somnambulisme et qu'elle était donc légalement inconsciente lorsque le feu avait été déclenché et qu'à ce titre, elle n'était pas légalement responsable. Il a également affirmé que les médicaments qu'elle prenait pour son épilepsie, associés aux antidépresseurs et à des problèmes hormonaux, avaient provoqué un grave déséquilibre neurochimique qui l'avait rendue irresponsable. Il a également suggéré que quelqu'un d'autre, peut-être son fils David, avait allumé l'incendie. Il est généralement considéré comme très risqué de faire témoigner l'accusé à la barre, mais son avocat voulait démontrer qu'elle n'était pas consciente légalement au moment où l'incendie a commencé et qu'elle ne devait donc pas être tenue légalement responsable. Sandy s'est effondrée au tribunal après avoir témoigné d'un souvenir où elle tenait un briquet dans sa main et voyait une flamme. J'espérais que ce serait d'un rêve, ça m'a terrifié. J'ai eu un souvenir d'un éclair, d'un briquet, d'un feu. Je ne sais pas ce que c'était. Assis ici, je me demande chaque jour ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée. Elle a ensuite témoigné qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir envoyé les lettres et son avocat a démontré qu'elle faisait des projets pour l'avenir, qu'elle faisait des achats pour le mariage d'une amie en août et qu'elle payait le loyer du mois suivant. Elle n'avait certainement pas l'intention de mettre fin à ses jours. Sandy a déclaré qu'elle se souvenait avoir allumé le four et l'avoir entrouvert de 10 à 12 cm parce qu'elle avait froid aux pieds, mais elle a précisé qu'elle l'avait éteint après que David se soit plaint de la chaleur.
Elle se souvenait avoir regardé ses enfants endormis sur le sol de la cuisine en pensant qu'ils étaient si paisibles, puis la chose suivante dont elle se rappelait était de se réveiller dans une fumée noire et de dire à ses enfants de mettre leur visage dans leur couverture. Elle a ensuite dit que le lendemain matin, elle s'était levée de l'endroit où elle était allongée à côté de ses enfants pour sortir. Lorsqu'on lui a demandé par le procureur du district si elle avait enjambé les corps de ses enfants, Sandy a répondu « Je ne me souviens pas avoir enjambé mes enfants. Je ne me souviens de rien de tout cela. » Durant le procès, Howard Waco, avocat commis d'office expérimenté, s'est heurté plusieurs fois au juge et a été condamné 8 fois pour outrage au tribunal. Le 10 août 2000, après un procès qui a duré près de 4 mois, mais avec seulement une journée de délibération, le jury a rendu son verdict. Nous, le jury dans l'affaire susmentionnée, déclarons l'accusée Sandy Dawn Neave coupable du crime de meurtre au premier degré. À l'audience de détermination de la peine, 5 témoins ont déclaré que Sandy était une mère aimante et ne devait pas être condamnée à mort. Ils ont témoigné qu'elle n'aurait pas pu tuer ses enfants si elle avait été dans son état normal car elle les aimait tellement. Néanmoins, en octobre 2000, il a été décidé qu'elle recevrait la peine de mort, devenant ainsi la 12e femme dans le couloir de la mort en Californie à cette époque. Son premier mari, Fernando, a déclaré que la famille était très heureuse du verdict. En raison de cette condamnation, Sandy avait droit à un appel automatique. Cependant, ces appels prennent beaucoup de temps pour être traités par les cours d'appel en Californie. Il faudrait encore 22 ans avant que l'appel ne soit réellement entendu. Pendant cette période, Sandy est restée dans le couloir de la mort. En juin 2021, la Cour d'État de Californie a confirmé la condamnation de Sandy, mais a annulé la phase de la peine. Sa peine a été annulée pour faute judiciaire après que son avocat de la défense et le juge se soient en disputés à plusieurs reprises devant le jury. Cependant, sa condamnation pour meurtre de masse est restée maintenue. Sa nouvelle peine était la perpétuité sans libération conditionnelle pour chaque chef d'accusation. Dans une interview télévisée en 2023, Sandy a déclaré que sa raison d'exister était l'espoir de pouvoir un jour reparler à son fils. Elle a ajouté « Je veux que mon fils et mes petits-enfants sachent que je les aime et que je ne leur ferai jamais de mal intentionnellement, sous aucune forme, d'aucune manière. » Aujourd'hui, âgée de 60 ans, Sandy reste incarcérée au Central California Women's Facility, à Chowchilla, en Californie. C'est encore une autre affaire déchirante de vies innocentes perdues. J'aimerais beaucoup entendre vos avis et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé l'affaire d'aujourd'hui. Veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. D'accord, passons maintenant au petit délit. Saloma a envoyé ses 2 adorables chats. Tout d'abord, nous avons Allo. Allo soit ton nom. C'est crime. Monopoliser les genoux et miauler si tu ne lui donnes pas assez d'attention. N'aie pas peur, il n'y a pas de fantôme chez toi. Voici Fantôme, coupable de voler les boîtes de son frère. Bonjour, que ton nom soit sanctifié. Voler de l'herbe à chat et prendre toutes les friandises de donner Tulon, à tous les 2. Merci Saloma. Et ensuite, Charité de Rockwood, dans le Tennessee, partage avec nous Odin, un boxeur de 2 ans qui vole à Charité. Eh bien, il vole dans le sac à main de Charité, surtout ses lunettes. Odin adore les promenades et jouer à la balle dehors. Charité dit aussi qu'il est un bon câlineur la nuit également. Merci encore à Saloma et Charité de m'avoir envoyé leurs animaux de compagnie. Si vous voulez m'envoyer les vôtres, envoyez-moi un email à techcrimereel@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir. Santa Clarita est célèbre pour son parc à thème Six Flags. Et oui, j'y suis déjà allé. Lieu incroyable, aussi célèbre pour son studio. Parmi les productions précédentes, on compte Santa Clarita Diet, True Lies, Westworld Goliath et bien d'autres encore. Au revoir.